Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, Jean-Pierre Girard. Et dans ce cas-ci, Jean-Pierre, vous n'avez pas vraiment de coup de cœur littéraire. Et il y a même une chronique dans les chroniques de Rien qui s'intitule « Mon meilleur livre » avec un point d'interrogation. Et vous parlez justement d'une émission de télévision où les gens étaient appelés à présenter des coups de cœur littéraires, des gens qui les ont marqués. Dans le cas, il y avait Yann Perrault, il y avait aussi Guillaume Vigneault. Oui, c'est Bibliothécaire Junior, donc c'était à TV5 à l'époque. Ça doit faire, je sais pas trop, je l'ai peut-être écrit dans la chronique, là, mais... donc, le principe, c'était que, pardon, que des gens d'émissions anciennes invitaient deux personnes qui voulaient, dont ils voulaient entendre c'est quoi les coups de cœur, c'est quoi qu'est-ce qui vous a marqué, machin. Puis Guillaume, qui avait été mon étudiant à l'université, m'avait invité, puis il avait invité Yann Perrault. Puis Yann, c'est un gars que je connaissais pas à l'époque, mais personne ne le connaissait. Là. Il était dans la vingtaine, Guillaume était dans la trentaine, j'étais dans la quarantaine. Et ce qui a été comique, c'est que on s'est rendu compte que on devait fournir une liste de 10 livres, et dans les 10 livres en question, il y avait eu déjà, je sais pas moi, 400 invités à la Bibliothèque Junior à l'époque. Puis, il y a un livre qui n'a jamais été cité. C'est le Messie récalcitrant de Richard Bach. C'est lui qui a écrit Jonathan Livingston, le goéland. Peut-être que je me trompe de titre, en tout cas, les gens comprennent. Et puis, ce livre-là était sur nos trois listes. Était sur alors qu'il n'avait jamais été cité. Mais c'est pas mon livre fétiche. J'ai eu beaucoup de mal à arrêter un livre fétiche. Il y en a, ça va de Bob Moran à Tintin, puis à Faulkner, puis à je sais pas moi, à Rimbaud. Puis mais est-ce que vous arrivez à trouver un livre intéressant, même sans que ce soit un coup de cœur, mais que ce soit intéressant à lire, plaisant? Ah ben oui, okay. Ben oui, bien sûr, il y en a plein. Okay. Dont, justement, celui que vous évoquiez tantôt. Le livre, parce que le meilleur livre pour moi, c'est ça, le titre, c'est mon meilleur livre avec un point d'interrogation. J'en ai pas. Mais des livres marquants, ben oui, si le petit gars il a 16 ans pendant les Olympiques de 1976 à Montréal, puis qu'il est en train de labourer dans le clos de l'arbre, puis il se rend compte que dans la boîte du tracteur, il y a un guide de l'auto que son père a lu au complet. Ben oui, c'est mon livre le plus marquant, c'est clair. Il y avait plein d'huile dessus, puis oui, c'est... Il y a une histoire qui est rattachée à ça. Ben oui, forcément, on est marqué. Ben, on est marqué, franchement. Ça ne passe pas à l'académie. Mais il y a un attachement sentimental qui est rattaché à ça. Tout le temps. L'attachement qu'on a à un livre ou à une feuille, à une page ou à un extrait ou à une citation, comme on disait tantôt, ben oui, c'est forcément, c'est de l'amour. Je parlais avec une amie il y a très, très longtemps, puis ça m'a marqué. On était à Paris. Elle s'appelle, je sais pas si elle va écouter l'émission, je sais pas trop, elle s'appelle Karen Ricard, puis c'est une personne que j'aime beaucoup. Puis lui disait, mon prochain roman, ça va être un roman d'amour. Puis elle dit, oh, Jean-Pierre, tous les romans sont des romans d'amour. Oui, c'est vrai. Quand on y pense, là, il y a plein de... C'est injecté, c'est mordoré, ça fait partie de... Tout est amour là-dedans, avec le travail qu'on y met, puis en tout cas, qu'on tente d'y mettre. Là, puis... Êtes-vous un grand lecteur? Ça va n'importe où, votre émission. Ben oui. Allons-y. Êtes-vous un grand lecteur? J'ai été un très grand lecteur. J'ai l'impression que je lis beaucoup moins. C'est curieux, mais je retourne dans des livres que j'ai lus. Je sais pas si c'est de la maturité nostalgie? Ou de la folie. Non, pas du tout. C'est bon, qui n'a pas relu n'a pas lu? Jacques Poulain? Oui. C'était en Volkswagen Blues, ça, je sais pas trop. Mais relire quelque chose, j'ai l'impression que j'y prends plus de plaisir que découvrir. Vous savez, quand on a lu un peu, là, à un moment donné, la découverte, là, c'est aussi bien d'être bon parce que... On est plus critique. Ben, est-ce que c'est plus critique ou est-ce que c'est... Bon, ben, on a vu neiger, là. OK, sors-moi de quoi, là? Puis, je te demande même aussi avec les étudiants à l'université, là. Sors-moi de quoi, là? C'est parce que on a l'impression qu'il y a des... Ben, là, c'est un autre
tout à fait un autre sujet. J'avais l'impression à l'époque, puis j'ai arrêté d'enseigner justement la création pour ça, parce que je retrouvais des choses qui étaient déjà faites tout le temps. Puis j'ai l'impression que ceux qui écrivaient à ce moment-là n'écrivaient pas. Ils étaient en train de reproduire quelque chose archétypal ou n'importe quoi, quelque chose qui saisissait pas. Puis là, ça m'a un peu pas tombé ses nerfs parce que j'étais un gars plutôt calme, mais allez ailleurs, là, trouvez votre voix. Parce que si l'écriture n'est pas une façon de trouver sa voix personnelle, c'est rien. Tout a été dit, mais pas par moi. Je vais juste citer du monde, mais c'est André Gide qui dit tout a été dit, là, mais pas par moi. Donc, ce qui est important dans l'écriture, c'est que vous trouviez votre voix personnelle, votre façon de danser, valser avec le langage. Ça va être important. Et je suis persuadé que un individu qui arrive à sa mise en forme, on l'évoquait tantôt dans la pause, je sais pas trop, un individu qui arrive à sa mise en forme, c'est un individu qui va être pacifique. Et Dieu sait que le monde-là en a besoin, là. Pas à peu près. L'écriture, c'est un bel exutoire. Non? À mes yeux, c'est pas un exutoire, c'est une façon d'être et de mettre au monde. Pas avec la métaphore de la femme qui porte un bébé, etc., la maternité, là, qui doit être une très belle expérience, là, assurément. Mais non pas de décharger quelque chose, mais plutôt de faire en sorte que ce que nous sommes, en termes très intimes, devienne une forme lisible pour d'autres. Pour moi, la création, c'est ça. Et que ce soit un individu, que ce soit un groupe, que ce soit un peuple qui est privé de création ou qui est tenu au sol par des menaces ou par des dictates ou par des lois, ça fait des individus qui vont perdre ce qu'ils ont de plus beau, à mes yeux, comme dans le genre humain, c'est la spontanéité. Si on est capable de créer, on est capable de trouver des solutions. Et tantôt, on en parlait aussi, on a présentement, là, et ça, c'est assez clair, il y a des études qu'on aime, il y a des études qu'on n'aime pas, mais l'année d'après, il y a d'autres experts qui viennent nous dire le contraire. Puis, présentement, on aurait comme 8 ou 9% de nos capacités cognitives de développer. Et c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Puis et Dieu sait qu'on est allé sur la Lune, là, puis on a fait des affaires. Mais comment faire en sorte qu'on cherche dans la nouveauté, qu'on cherche dans ce qui est relativement inconnu, autrement que par l'imaginaire? C'est l'imaginaire qui va nous permettre d'aller. C'est pas Armstrong qui a posé le premier pied sur la Lune, c'est Tintin. C'est pas compliqué. L'imaginaire va nous permettre de sortir et de trouver des solutions. Et on l'a dit tantôt, Dieu sait que ce monde-là en a besoin, et beaucoup. Là. Ça fait, ça se tire dessus, puis ça s'envoie des bombes partout. Là, puis on cherche. C'est pas pour rien que les hommes ont inventé les religions puis les guerres. Tu sais, il y a un besoin de foi, il y a un besoin de croyance, puis il y a aussi un besoin de certitude. On n'apprend pas de nos erreurs. Le travail de l'écrivain, c'est de travailler dans le doute. Je sais pas si on n'apprend pas de nos erreurs, Amélie. Non, mais je parle dans le cas des guerres, on n'apprend pas, tu sais, les gens s'entretuent, puis on continue encore de s'entretuer. Qu'est-ce qui est la différence, la grosse différence entre Aurélie et moi? Aurélie, c'est ma fille, puis Amélie, c'est à qui je parle. Mais Aurélie, c'est son rapport à la durée. Puis nos jeunes, ils sont... Je regardais, je lisais un extrait de livre récent paru, là, les jeunes et le sexe, ou le sexe au temps de l'Internet, là. Ah, OK. Le documentaire? Ouais, c'est quoi le titre? L'amour au temps... De l'Internet? Je sais pas trop. Moi non plus, je me rappelle plus du titre, mais ça a été diffusé, je crois, à Télé-Québec ou à Canal Vie. C'est ça. Puis ils sont toujours la grosse différence, c'est notre rapport à la durée, le rapport à la permanence. Eux autres, c'est, maintenant, on le fait. Puis demain, on verra, parce que demain, on ne sait même pas si on va être en vie. Puis nous autres, en tout cas, de ma génération à moi, c'était l'inverse. On culpabilisait avec l'engagement. Si on allait contre l'engagement donné, et là, on était dans l'ordre de la faute. On était dans l'ordre de poids, là. Puis eux autres, c'est le contraire. Il n'y en a pas de durée. Ils sont dans leur texto, puis ils sont dans... c'est fini? OK, à demain. Ou peut-être. On ne se reverra peut-être pas. Tu sais, ils sont dans le... C'est beau, ils sont dans le furtif. En même temps,
qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qu'on disait tantôt avec les textos. Je sais pas du tout où ça s'en va, cette patente-là, mais c'est quand même saisissant de voir que c'est le rapport à la permanence. Quelque chose qui va être là demain, puis après-demain. Puis qui est plus diffus, en tout cas, que pour nous, pour moi, là. Pas trop. Si tu me permets, Jean-Pierre, on s'arrête et au retour, c'est moi qui te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. C'est vrai?